Excusez-nous pour le problème technique qu'on essaye de régler. Euh, je vais commencer par vous demander de respecter la confidentialité des personnes durant cette présentation et s'il y avait des questions par la suite. Euh, Nous avons normalement une période de questions à la fin. Nous verrons. Nous avons déjà dépassé de 6 minutes, donc il est possible qu'on ne pourra pas. Vas-y, Kimberly. À quelle adresse courriel j'envoie la présentation? Steve, where do you want to send? I just put it in the chat. B as in Bob or Beta 84 SPL as in Stephen Paul Lilly at mon.ca. Parfait, tu peux continuer. Alors, Okay, je continue. merci. Alors, la présentation aujourd'hui s'intitule Oncologie psychosociale et thérapie familiale. Elle nous est présentée par Kimberly Thibodeau, qui est détentrice d'une maîtrise en service social et qui est aussi thérapeute conjugale et familiale et psychothérapeute. Kimberly travaille avec le McGill University Health Center. Oui. Alors, Kimberly, vas-y. Bon. Écoutez, désolé tout le monde encore une fois pour le problème technique. Je viens d'envoyer la présentation, là, vous pourriez la voir. Sinon, de toute façon, là, je pourrais la faire parvenir à votre demande ou peut-être l'organisation de la conférence pourra le faire. Alors, merci beaucoup de l'invitation. Comme Gilles a dit, je suis thérapeute conjugale et familiale depuis à peu près 17 ans au Centre universitaire de santé McGill. Je travaille avec une équipe de travailleuses sociales et de psychologues ainsi qu'un psychiatre et infirmière. Donc, l'objectif aujourd'hui de la présentation, c'était de parler de qu'est-ce que l'oncologie psychosociale, mais aussi de l'importance de la thérapie conjugale et familiale à l'intérieur de ces services-là. Donc, aujourd'hui, merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, je vais commencer avec la définition que j'ai trouvée en anglais qui vient de l'Association canadienne d'oncologie psychosociale. Vous êtes sûrement familier avec cette définition-là qui dit que les standards nationaux définissent l'oncologie psychosociale comme une spécialité qui est en lien avec l'aspect social, psychologique, émotionnel, spirituel, avec la qualité de vie et aussi le côté pratique du cancer. Donc, on regarde tous ces aspects-là, toutes ces dimensions-là, du moment que le patient reçoit le diagnostic, pendant les traitements, pendant la survivance, jusqu'au suivi de deuil. Alors, vous pouvez changer les slides ou est-ce que moi j'ai le contrôle sur les slides? OK, oui, retour, seconde slide, oui, prochaine. Merci. Alors, je me suis servi, comme vous connaissez peut-être déjà, du Supportive Care Framework de Margaret Fitch, qui dit que les personnes atteintes de cancer et leurs proches ont divers besoins. Donc, ça va un peu avec la définition que je viens de vous mentionner, qui a développé un modèle qui met l'accent sur 6 dimensions principales de soutien. Donc, quand on pense à psychosocial, c'est important de se rappeler qu'il y a une partie émotionnelle, une partie informationnelle, une partie pratique, sociale, spirituelle et physique. Et si je me rappelle là, de ce qui a été dit plus tôt ce matin là, par différents gens du panel, je pense que déjà on a parlé de ces différentes dimensions-là. Prochaine diapo. Alors, j'aimerais vous présenter les défis psychosociaux qui sont reliés au cancer, encore une fois dans le contexte du couple et de la famille. Et puis, vous comprendrez que la liste que vous voyez sur la diapo n'est pas nécessairement exclusive. Je pense que la liste pourrait se rallonger, mais j'ai décidé d'identifier les suivants pour nous donner une idée de ce que moi je vois dans mon bureau avec les patients et les membres de famille chaque jour. Donc, si on regarde au niveau des patients, on va voir souvent un niveau d'anxiété qui va être élevé. On va voir aussi des symptômes de dépression, des fois des dépressions diagnostiquées. On va entendre parler aussi beaucoup de la peur de la récidive, qui est aussi vécue parfois par les proches, comme l'anxiété et la dépression.
Il y aura aussi la perte d'autonomie qui est occasionnée par la maladie et aussi possiblement l'isolement social. Donc, d'autres défis, si on regarde dans la colonne du milieu, par rapport aux partenaires, donc conjoint, conjointe, ce qu'on va voir, c'est un stress émotionnel et on utilise le thermomètre de la détresse, autant chez les patients que chez les proches. Et ce qu'on constate, c'est que souvent le niveau de détresse ou de stress est parfois et souvent plus élevé chez les partenaires et membres de la famille que les patients. Donc, de là l'importance de faire des consultations, soit pour les partenaires en individuel, mais aussi en couple et en famille. Donc, continuons avec le partenaire, on va voir la charge du proche aidant. De l'anxiété financière, souvent la personne diagnostiquée va être en arrêt de travail et même aussi le proche aidant. Donc, le stress financier, si le proche aidant et le membre de la famille seul à travailler, peut vivre une anxiété augmentée dans cette sphère. Et aussi la modification de la dynamique conjugale. Si on pense tous et chacun aux dynamiques conjugales qu'on connaît, mais aussi des fois à la nôtre, hein, des fois, il y a beaucoup de petites choses où il y a des situations qui viennent modifier nos dynamiques. Donc, imaginez toutes ces modifications-là, mais amplifiées ou modifiées là, par le diagnostic et le traitement de cancer. Ensuite, au niveau de la famille, on va retrouver des difficultés parfois de communication. Par difficulté, j'entends des fois la peur de partager à tout le monde en même temps la même information. Donc, tout au long de la présentation, j'en reparlerai avec différents exemples de cas. La réaction des enfants. Souvent, dans mon bureau, je vais voir, même si on est un centre du cancer universitaire qui traite les patients adultes en oncologie, on peut voir les enfants de ces patients-là qui sont d'âge mineur. Mais quand je parle d'enfants, oui, d'âge mineur, mais aussi d'âge adulte. Donc, pas prendre pour acquis que les enfants adultes n'ont pas de réaction ou qu'ils prennent ça plus facilement. Donc, prendre en compte les réactions et travailler avec ça. Et aussi l'adaptation à une nouvelle réalité. Donc, tous les membres de la famille doivent s'adapter à la maladie. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, quel est l'impact du cancer sur les relations conjugales et familiales? Donc, si on commence par le couple, encore là, j'aimerais bien avoir une discussion en face à face avec vous pour justement là, être capable d'échanger. Mais encore une fois, pour le bien de la présentation, je parle des rôles pour commencer. Donc, on voit un changement au niveau des rôles qui sont, je vais dire, prescrits dans la famille. Donc, le partenaire souvent devient l'aidant principal, ce qui peut mener à une surcharge physique et émotionnelle. Je dis souvent physique parce que les proches, parfois, ont beaucoup de tâches à accomplir qui sont parfois physiques, mais aussi si leur sommeil est perturbé, il y a un sentiment de fatigue plus grand, donc il y a des douleurs physiques ou des maux physiques qui peuvent se ressentir. Au niveau, encore une fois, de la communication, donc nous allons constater que les patients avec leurs partenaires vont éprouver de la difficulté à exprimer leurs peurs et leurs besoins. Donc, je vais rencontrer souvent le proche qui va me dire, je peux pas partager à mon conjoint ou ma conjointe comment je me sens parce que elle en a ou il en a déjà assez dans son assiette. Donc, l'idée de ne pas être un fardeau et vice-versa. Le patient qui peut sentir de la culpabilité et de dire c'est de ma faute si notre vie de couple est bouleversée. Donc, à ce moment-là, va garder les choses peut-être plus pour lui ou pour elle. Et encore une fois, par rapport au couple, faut pas oublier l'intimité. Donc, la maladie, les traitements peuvent affecter la sexualité et la proximité émotionnelle. Je ne sais pas pour vous, mais en oncologie, souvent, le réflexe, heureusement, oui, c'est de dire, OK, quels sont les traitements, comment on peut sauver la vie, comment on peut guérir, ce qui est essentiel. Mais souvent, la sexualité va être mise de côté, même avec les cancers gynécologiques. On va dire, bon, on s'occupe de survivre, de faire des traitements, donc l'intimité, on peut la mettre de côté. Par contre, ce que je réalise avec l'expérience ou dans la littérature aussi,
on va constater que travailler l'intimité, des fois, c'est ce qui va aider les couples à s'adapter davantage à la maladie. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. Maintenant, l'impact du cancer sur les relations familiales. Si on pense aux enfants, donc ils peuvent ressentir de la peur, de la tristesse, voire de la culpabilité face à la maladie d'un parent. Je vais toujours me rappeler, quand je parle aux parents, en premier, de un, pour savoir comment ils parlent de la maladie à leurs enfants, avant d'inviter les enfants en séance. Les parents vont me dire, bon, on dit tel mot, pas tel mot, on veut pas parler. Donc, ensemble, on va préparer la conversation à avoir avec les enfants. Et une fois que les enfants se joignent à nous, je vais demander aux enfants, comment vous comprenez que votre parent a reçu un diagnostic de cancer? Et à l'occasion, j'ai entendu, j'ai pas eu une bonne note dans mon bulletin. Et puis là, maman a reçu un diagnostic de cancer. Ou je me suis chicanée avec mon frère et là, papa est arrivé puis il y avait un diagnostic. Donc, les enfants vont faire des associations qui, clairement, n'ont pas nécessairement de logique hein, en lien avec le développement d'un cancer. Et les parents ne soupçonneront pas ça. Souvent, c'est quelque chose que les parents pensent pas. Donc, de mettre ça au grand jour, ça permet aux enfants de diminuer leur peur et de peut-être mieux comprendre la dynamique et de ne pas avoir peur de parler à leurs parents à ce moment-là. Deuxième point, la charge émotionnelle des aidants familiaux. Donc, les proches doivent souvent jongler entre leurs responsabilités quotidiennes et le soutien à la personne malade. Donc, je pense à la personne malade qui fait les devoirs avec les enfants, par exemple. Donc, c'est l'autre parent qui devra prendre la relève. Et souvent, dans beaucoup de familles, il y a toujours un parent qui est plus habile que l'autre avec certaines tâches ou certaines responsabilités. Donc, ça devient plus difficile et là, il faut soutenir à ce moment-là l'autre parent dans ses tâches. Et les enfants, eux, de leur côté, ben, vont vouloir continuer de vivre leur vie. Donc, si on une pratique de soccer ou une fête d'amis, ben pour eux, c'est la préoccupation, c'est pas la maladie et les responsabilités qui changent. C'est vraiment, moi, je veux aller à ma partie de soccer et je veux aller à la fête de mon ami. Donc, comment on va jongler avec tout ça? Donc, c'est des choses qu'on va aborder ensemble avec les parents et les enfants. Des fois, seulement qu'avec les parents, ça peut être aussi très utile là, pour guider les enfants par la suite. Troisième point, vous voyez la gestion de l'incertitude et du deuil. Donc, la perspective d'une issue incertaine peut créer des tensions et des angoisses profondes. Si on pense à comment les gens gèrent leur stress de façon naturelle, on est plus irritable souvent, plus fatigué. On dit souvent la mèche courte, hein? Alors, dans la maladie, c'est amplifié souvent. En tout cas, c'est ce que je constate là, dans mes rencontres. Et puis le deuil, ben quand on entend le mot deuil, ça ne signifie pas non plus juste la mort, mais ça signifie le deuil de différentes choses, hein, tout dépendant de l'étape dans laquelle, de l'étape de vie dans laquelle le cancer se présente. Souvent, les gens vont dire, bon, je dois mettre mes projets de retraite de côté, je dois mettre de côté mes études, je dois mettre de côté l'idée d'avoir des enfants même. Donc, à ce moment-là, on va prendre le temps aussi d'identifier ce qui a un lien avec l'incertitude et le deuil pour ces couples et ces familles. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, quels sont les facteurs qui influencent l'adaptation? C'est écrit un petit peu petit, je ne sais pas si vous voyez assez gros, mais la qualité de la communication familiale. Donc, ça revient un peu à ce que je disais tantôt, ce qui est une des raisons majeures là, que je reçois sur les consultes. La plupart du temps, les gens viennent me dire, je veux communiquer. Donc, ça reste un thème qui est très large, mais ce qu'on va faire à travers les rencontres, c'est d'essayer d'identifier là, ce qui est le plus pressant comme besoin là, pour les familles. Donc, la communication ouverte va vraiment réduire le stress et renforcer le soutien mutuel. Souvent, au sein du couple et de la famille, j'appelle ça le syndrome de protection. Donc, les partenaires ou les membres de la famille n'oseront pas en parler de peur de faire plus de mal à l'autre, comme je disais un peu tantôt. Mais en même temps, ce que je réalise quand je dis ça aux patients, donc aux couples et aux familles, et qu'on se met à ouvrir la conversation ensemble dans le bureau, les gens constatent ou font l'expérience d'un sentiment de rapprochement. Donc, les gens disent, oh mon Dieu, tu vois, je savais pas qu'on vivait le même sentiment. Donc, des fois,
Ça permet de partager des choses qui sont semblables. Tous les deux sont inquiets, tous les deux se sentent coupables. Donc, à ce moment-là, on met de côté ces émotions-là et on laisse de la place, peut-être un peu plus de proximité et de tendresse. Si on regarde le deuxième point, le réseau de soutien, ça peut être encore une fois très large, là, mais j'ai inclus la famille, les amis et j'ai inclus les professionnels de la santé. Hein. Je pense qu'on en a parlé ce matin, l'importance d'avoir la bonne information, d'avoir de l'information, puis de prendre le temps. Donc, c'est important aussi, dans mon rôle, de communiquer des fois avec l'équipe traitante si jamais les familles ou les patients en ont besoin. Je me rappellerai toujours d'avoir fait une rencontre avec un oncologue chirurgien qui avait coupé une jambe, amputé une jambe d'un patient et le petit garçon était très, très fâché après le chirurgien. Donc, on a, avec sa permission, on a fait une rencontre avec le chirurgien oncologue et le petit garçon a pu parler au médecin et à ce moment-là, mieux comprendre pourquoi son père avait eu une jambe amputée et pourquoi il ne pouvait plus jouer au basketball avec lui. Donc, ça a l'air d'une intervention qui est quand même simple, mais qui a été quand même très, très payante ou très avantageuse pour l'adaptation de ce petit garçon-là à la maladie de son papa. Et le troisième point, les ressources personnelles et les stratégies d'adaptation. Je pense qu'individuellement, on a tous notre façon de s'adapter. Hein. On a déjà des stratégies qu'on met en place. Parfois, on peut utiliser les mêmes, ça fonctionne. Et parfois, on voit que dans le contexte de l'oncologie, ces stratégies-là ne fonctionnent pas. Donc, on va vouloir aller développer d'autres stratégies là, adaptatives, là, ce qui est essentiel pour mieux soutenir là, les familles à travers tout ça. Donc, prochaine diapo. Il me reste 7 minutes, hein, ça se peut-tu? À peu près. Donc, si on regarde quels sont les objectifs de la thérapie conjugale et familiale, vous avez peut-être déjà été capable de les identifier. Donc, optimiser la communication, favoriser les échanges ouverts et respectueux pour résoudre des conflits et mieux se comprendre. Gérer le stress et préserver la santé mentale. Je l'ai mis en termes très généraux parce que la dépression et l'anxiété sont souvent les deux troubles de santé mentale qu'on retrouve le plus souvent avec la population en oncologie, autant chez les proches que chez les aidants ou les conjoints. Donc, l'objectif est d'offrir des outils pour faire face aux défis émotionnels et réduire l'anxiété au sein du couple et la famille. Renforcer l'intimité et la connexion, donc encourager la proximité affective, émotionnelle et physique pour revitaliser les relations. Puis ici, quand je vous dis là, encourager la proximité affective, oui, ça peut être entre conjoints, mais aussi entre membres de la famille. Donc, si on pense à des enfants qui sont plus physiques ou qui ont tendance, par exemple, à arriver de l'école, sauter dans les bras de leurs parents, et le parent en question, par exemple, une femme qui aurait eu une chirurgie pour le sein, et l'enfant aurait tendance à vouloir sauter sur sa mère ou se faire prendre dans les bras, à ce moment-là, le parent va souvent avoir la réaction de dire « Oh, attention pour pas me faire mal ». Et des fois, les enfants vont complètement se retirer ou même les conjoints. Mais des fois, c'est aller dédramatiser tout ça et souvent dire « Oui, tu peux quand même me toucher, on peut quand même se donner des câlins, mais il faut être un petit peu plus délicat. Viens, je vais te montrer ma cicatrice. Ou garde, viens, donne-moi ta main. Garde, quand tu me touches, ça fait pas mal. » Donc, c'est important quand on parle là, d'intimité ou de proximité affective, de penser à tous les membres ensemble. Quatrième point, renforcer l'adaptation au changement, donc accompagner la résolution de problèmes et l'ajustement aux défis qui imposent par la maladie ou d'autres changements majeurs afin de maintenir l'équilibre familial. Je pense que chaque famille essaie de maintenir son équilibre le plus qu'il peut. Hein. Je pense qu'il arrive toutes sortes d'événements qui viennent bousculer des fois cet équilibre-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui participent à la conférence aujourd'hui qui sont plus habilités que moi à dire comment le cancer et les traitements viennent justement bousculer cet équilibre-là. Donc, c'est d'essayer de voir comment on peut retrouver là, cette stabilité-là. Donc, on va aller aussi, après ça, soutenir le réseau familial et social. Donc, consolider les liens. Puis même, comme quelqu'un disait, encourager des fois des conversations avec des gens de l'extérieur
Et souvent, les gens vont me dire, c'est drôle, hein, mes voisins à qui je parlais pas, maintenant je leur parle, c'est des inconnus, mais j'ai l'impression qu'ils me comprennent mieux, ou du moins que je suis plus à l'aise de m'ouvrir avec eux. Donc, on va encourager ça, autant que le patient qui est assis dans la salle d'attente, avec qui on se met à jaser, puis on réalise que, oups, on a une bonne connexion, c'est très aidant. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, les outils d'intervention, on va utiliser en thérapie conjugale et familiale la thérapie centrée sur les émotions. Donc, le Emotionally Focused Therapy, pour ceux qui connaissent mieux le terme en anglais. Donc, ça permettra d'explorer et exprimer les émotions en facilitant une meilleure compréhension et connexion. Tout ce qui est thérapie cognitivo-comportementale, donc TCC ou CBT, Cognitive Behavioral Therapy, pour aider à développer des techniques pour réduire l'anxiété, améliorer la gestion du stress. Et on va penser aux différentes vagues de TCC, dont le ACT, qui est le Acceptance Commitment Therapy, qui se fait très bien avec les couples et les familles. Donc, permettre d'explorer les valeurs, les croyances, et puis de faire en sorte de constater les différences, mais aussi d'arrimer les similitudes. Et aussi ne pas négliger l'aspect de la psychoéducation, donc fournir de l'information, encore une fois, sur les différents services, sur les différents types de cancers et aussi sur les différentes ressources pour mieux comprendre et gérer la maladie. Donc, prochaine slide, s'il vous plaît. Écoute, on achève, donc on devrait être correct, même si on n'aura pas beaucoup de temps pour peut-être la discussion, mais avec tout ce que je dis, j'aimerais que chacun prenne le temps de dire donc pourquoi c'est important ou essentiel de faire la thérapie conjugale et familiale en oncologie psychosociale. S'il y en a qui veulent répondre dans le chat, vous êtes les bienvenus. Donc, si on va à la prochaine slide pour le bien de la présentation, une raison pourquoi c'est essentiel. Et j'ai fait un petit, je sais pas dire diagramme qui est très, très, très simple, mais j'ai voulu mettre le cancer, les patients, partenaires et familles comme étant 3 groupes. Et si vous regardez les flèches qui les unissent, donc le cancer va agir directement sur le patient, donc en aller-retour et tout dépendant de la réaction du patient, la gestion, je vais dire la gestion de la maladie, peut être différente d'un patient à l'autre. Et si vous regardez aussi la flèche qui relie le cancer et les partenaires et familles, vous allez voir qu'il y a une interaction aussi individuelle de ce côté-là. Et c'est très, très commun d'entendre un oncologue nous appeler ou un autre professionnel de la santé en clinique pour dire, écoutez, on a travaillé avec le patient, par contre, vous auriez dû voir la réaction du conjoint. Ça a été très difficile, autant des larmes qu'une crise de colère. Donc, à ce moment-là, c'est important de conjuguer les deux. Et c'est là que vous voyez dans le milieu la flèche qui démontre que le cancer va impacter, je fais le cercle, dans le sens que ça va impacter la cellule familiale ou l'entourage du patient, incluant le patient. Et clairement, évidemment, il y a l'influence du patient et les partenaires. Donc, ensemble, des fois, on peut réussir à mieux s'adapter, mais des fois, sans aide, ce que ça fait, c'est que ça nous rend la situation encore plus complexe et plus anxiogène. Donc, une autre raison là, valable pour encourager des rencontres conjugales et familiales. Donc, on peut aller à la diapo suivante, qui est la conclusion. Donc, l'oncologie psychosociale, comme vous le savez peut-être, mais je pense que c'est important to advocate, hein, c'est important de promouvoir l'importance de l'oncologie psychosociale. Ça joue un rôle crucial dans l'accompagnement des patients atteints de cancer et leurs familles. Donc, en reconnaissant l'impact émotionnel, relationnel de la maladie, la thérapie permet de renforcer les liens, d'améliorer la communication et de prévenir l'isolement. Donc, c'est pour ça, moi, dans mes différentes activités, autant au niveau de mon travail clinique que mon travail dans des comités de advocacy, je veux promouvoir ou sensibiliser les professionnels et le grand public à l'importance de ces interventions pour assurer un meilleur accompagnement pour les personnes touchées. Donc, c'est fini pour moi. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas.
À la prochaine slide, je crois que il y a le mot, il y a la question, puis par la suite, je pense que vous pourrez voir mon courriel là, pour communiquer avec moi si nécessaire. Vous pouvez aller à l'autre slide aussi. L'autre. L'autre diapo, oui, c'est ça, OK. Alors, Gilles, je ne sais pas si on a le temps. On n'a pas tellement de temps. Moi, je ne vois pas de questions sur le chat. Parfait. Moi, je vais en poser une rapidement. Comment les Oui, oui, gens allez. font pour avoir accès à toi? Est-ce que c'est Oui, par référence